Ça y est, Sylviane est là. Bonjour Sylviane. Il faut mettre ton micro. Bonjour Michel, bonjour à tous. Bienvenue Sylviane, merci d'être là. Nous allons commencer. Bienvenue à cette deuxième conférence de la FNEP. Donc, la première conférence, celle que nous avons tenue avec Serge Tisseron le 26 novembre dernier, a suscité beaucoup d'intérêt et nous a encouragé à lui donner une suite que voici. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver sur le site de la FNEP, écoledesparents.org, l'enregistrement de cette première conférence du 26 novembre, tout comme vous pourrez retrouver celui de la conférence d'aujourd'hui grâce au montage que l'équipe de la FNEP a réalisé ou va réaliser, et je la remercie pour tous ses talents. De vifs remerciements, évidemment, vont également aujourd'hui à Sylviane Jampineau et Marion Parra, qui sont avec nous cet après-midi. C'est à l'occasion de l'extraordinaire journée d'anniversaire du Clavim à Issy-les-Moulineaux, le 15 octobre 2019. Michel, votre micro. Voilà, on ne t'entend pas. Mais je parle depuis une demi-heure, moi. On ne t'a plus entendu à partir de Issy-les-Moulineaux. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais là, ça a coupé. D'accord, donc là-bas, les Moulineaux, le 15 octobre 2019. On ne t'entend plus. De nouveau. Venez de désactiver votre micro. Tu dois toucher à ton micro sans t'en rendre compte, Michel. Hop. Tu touches plus à rien, tu ne fais que parler. Donc, la lecture de l'ouvrage de Sylviane m'a incité à rédiger. C'est à nouveau coupé, Michel. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas une coupure intermittente parce que la vidéo n'est pas coupée, c'est bizarre. Comment il est ton micro? Là, il est réactivé. Parce que c'est comme s'il se coupait tout seul, comme un grand. D'accord. Fais un peu autorité sur ton micro, hein, qu'il n'ait pas une autonomie. Alors, j'ai la chance de connaître Sylviane depuis longtemps. Quand nous étions d'ardents jeunes psychologues et jeunes psychanalystes, membres de l'ANREP, association de recherche en psychologie fondée par un très cher ami commun, René Clément. René constituait l'avenir de toute une génération de psychologues des années 1970-1990. Il a été l'auteur d'un ouvrage intitulé « Parents en souffrance » et a été un des premiers à utiliser le terme de parentalité. René nous a quittés en 1993, mais son esprit vivant est toujours avec nous. Beaucoup d'entre nous connaissent Sylviane Jampineau, psychologue de l'enfance et psychanalyste, spécialiste des questions d'éducation et de politique publique. Sylviane Jampineau est présidente du Conseil enfance et adolescence, vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Les échanges, notre dialogue avec Sylviane nous sont précieux à la FNEP, et cela depuis longtemps. Et je me réjouis vivement de ces moments que nous allons partager en sa compagnie. À nos côtés, Marion Parra, sociologue et directrice de l'EPE d'Ardèche, dont j'ai fait la connaissance lors de journées réseau, du temps où celle-ci se tenait en présentiel. Nos chemins se sont recroisés récemment lors des séances d'intervision avec les collègues du numéro vert de Allo Parents en crise,
en évoquant précisément les questions de genre dans les situations cliniques d'appel téléphonique. C'est avec Marion Parra que nous avons répondu, au nom de la FNEP, en début d'année nouvelle, le 6 janvier dernier, à une audition auprès de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du Conseil économique, social et environnemental, qui élaborait justement un projet d'avis sur l'impact de la crise sanitaire sur les inégalités de genre. Il nous a donc semblé intéressant, à partir de l'ouvrage de Sylviane et des travaux de Marion, de décrypter les effets de la pandémie et des différents confinements prescrits du point de vue des relations du couple et de la famille, au regard de la question du travail. Dans un premier temps, je vais avancer en substance quelques remarques de lecture de l'ouvrage de Sylviane, telles que je les avais rédigées dans mon analyse de son livre. Je vous rappelle que son livre était une publication d'avant la pandémie. Ensuite, Marion Parra prendra la parole et fera une présentation de l'impact de la pandémie sur les régimes d'attachement dans la vie quotidienne des femmes en situation de monoparentalité. Ensuite encore, Sylviane interviendra pour évoquer non seulement son livre, mais aussi de quelle manière ses propres réflexions d'avant la pandémie constituent des analyseurs de celle-ci. J'ai présenté rapidement Sylviane dans mon introduction, psychologue de l'enfance, disais-je, et psychanalyste, spécialiste des questions d'éducation et de politique publique. Sylviane est présidente du Conseil d'enfance, enfance et adolescence, et vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et dans la forme, un des intérêts de son ouvrage tient dans le rendez-vous qu'il donne à ces différents niveaux de compétences et d'engagement qui constituent cet assemblage si original de réflexions et de propositions qu'elle nous avance. Partant de sa pratique quotidienne avec les enfants, Sylviane estime utile de donner, je la cite, l'alerte au sujet de l'impact, non de la réalité professionnelle, mais de la façon dont cette réalité est portée par les parents. Après avoir sensibilisé les mères aux effets néfastes de leur culpabilité maternelle et professionnelle, dans un de ses livres précédents, c'était en 2007, je cite le titre, « Les mères qui travaillent sont-elles coupables ?» Elle en est venue aujourd'hui à interpeller, je la cite à nouveau, les pères, et entre parenthèses, et les mères qui s'en font complices, sur l'urgence d'une prise de conscience des effets de la priorisation professionnelle des hommes, de ce qu'elle recouvre et comment elle affecte le développement et l'éducation des petites filles et des petits garçons. Le projet est ample, il est ambitieux. Voilà pourquoi il s'agit, selon moi, d'un ouvrage important pour penser ensemble, précisément, la parentalité d'aujourd'hui. Afin de soutenir l'interrogation portée par le titre de son ouvrage, Sylviane avance ce constat selon lequel, je la cite, « La relation des pères à leur travail ne s'est pas autant transformée que leur proximité avec leurs enfants. » Autre déclinaison de ce constat, les hommes ont changé dans leur sensibilité, leurs désirs et leurs discours, mais ils résistent dans la réalité de leur conduite, la gestion de la maison, les soins aux enfants et le partage des responsabilités parentales. Ils oscillent depuis des années, les années 1980, entre modèles progressistes et conduites conservatrices, tandis que de leur côté, les femmes ont changé leur rapport au travail, à la maison, avec les enfants et les hommes. Le contexte ainsi posé, Sylviane nous propose un éclairage en 3 temps dans son ouvrage. D'abord, par l'analyse des ambiguïtés du rapport actuel des hommes au travail et à leur vie de famille, les vacillements que cela génère sur le couple conjugal et sur le couple parental. Ensuite, par la proposition d'une interprétation du sens social de cette résistance masculine. Je cite Sylviane, « Et si, sans qu'ils le sachent eux-mêmes, ce blocage des hommes venait re-questionner les voies du progrès vers plus d'égalité au travail, à la maison, auprès des enfants, telles que dégagées à ce jour. Enfin, en abordant la question, et si les hommes, suspendus entre 2 eaux, se faisaient, sans le savoir, les révélateurs que la question familiale et sociale est aussi une question humaine, révélateur du désarroi qui se creuse entre les sexes, lié à une insécurité des identités sexuées et au besoin d'amour malmené dont tout le monde souffre. Point d'interrogation. Sylviane est directe dans ses formulations. Elle considère le triangle
enfants, travail, couple comme un combat, dit-elle. Je la cite encore, décennie après décennie, le constat sociologique reste le même. Les études montrent que les écarts entre père et mère dans les responsabilités familiales demeurent autant que les inégalités entre hommes et femmes au travail et dans la sphère politique et sociale. Sylviane nous bouscule encore quand elle évoque la bataille de la conciliation entre la vie familiale et le travail. Et quand elle se demande, je la cite encore, combien d'enfants sont sacrifiés sur l'autel de l'angoisse au travail. Selon elle, les pères qui investissent leur famille et veulent y être plus présents se sentent coupables, car aujourd'hui le monde du travail ne leur pardonne pas, dit-elle. Le monde du travail se défile de sa responsabilité sociétale, en laissant les hommes et les femmes patauger, écrit Sylviane, dans l'impossible équilibre entre vie de couple, enfants, intendance et engagement professionnel, au détriment de la génération future. Seulement voilà, le monde du travail, c'est qui, se demande Sylviane? Qui décide, pose-t-elle la question, et elle la pose à de nombreuses reprises dans son livre, et les réponses sont quasiment toujours les mêmes. Aux commandes des hommes, en majorité, encore. Alors, au lecteur qui se demanderait si la généralisation de cette désignation, les hommes, ne vient pas les mettre tous sur le même plan dans leur représentation et leur manière de faire, il est rappelé des données chiffrées, issues d'études sociologiques et statistiques, des données chiffrées précises. Sylviane nous les donnera sans doute tout à l'heure d'une manière plus détaillée. Pour les analyser en espérant des effets de changement, Sylviane évoque malicieusement un scénario mental en 4 actes concernant l'attitude des pères. Se mettre en situation mentale de non-choix pour foncer, pour ne pas sentir le doute peser sur le choix. Des mécanismes obsessionnels de défense contre l'angoisse viennent ici à la rescousse pour renforcer la priorisation professionnelle. Ce n'est pas toujours par égoïsme, pas forcément par inconscience des enjeux pour sa compagne ou ses enfants, mais c'est efficace, dit Sylviane, puisque ça sert la cause professionnelle. Si cela n'avait pas quelques effets bénéfiques, les hommes auraient renoncé au travail d'abord, aînés de leurs soucis, pour le reléguer en position de cadet. Parmi ces mécanismes, un scénario mental en 4 actes. Donc, acte 1, éviter la question familiale. Acte 2, isoler la question professionnelle. Acte 3, cliver mentalement les deux, ne pas les mettre en balance. Dernier acte, rationaliser l'autocontrainte. 2 points, ouvrez les guillemets, je n'ai pas le choix. Il ne reste plus alors qu'à légitimer la décision par l'une ou l'autre de ces valeurs. Le sens des responsabilités, du devoir, ou celui de l'engagement, de l'honneur, du service, valeurs auxquelles s'ajoutent les bénéfices attendus pour la famille, l'ouverture des enfants sur notre vie, une autre langue, des revenus meilleurs, ou inspirer la compassion pour tant d'abnégation. Analysant l'enjeu professionnel vécu comme le roc d'un réel tout-puissant, Sylviane souligne qu'en cas de pression, je la cite, les pères clivent, délèguent, les mères relient et tentent l'articulation des sphères. Elles se trouvent mentalement et physiquement en position de variable d'ajustement. Et, hélas, les enfants aussi. Ces formules heureuses parlent de l'astigmatisme des hommes. Je cite, « Ils mesurent ce qu'ils conquièrent et pas à ce à quoi ils s'exposent, eux et leurs proches. » Se trouvent également évoquées des conceptions sous-jacentes de la famille quand Sylviane nous propose des définitions alternatives en confrontation de celles-ci telles que la famille, première valeur des Français, espace de consolation, point d'interrogation, autre version du repos du guerrier. Ou la famille, espace d'investissement bien traitant, de projets communs, de réalités par chacun assumées. Alors cet ouvrage, qui appuie solidement les arguments de sa réflexion sur des données sociologiques, nous offre aussi des moments de surplomb historique et éthique dans lesquels se trouve retracée l'histoire de la mère, entre guillemets, imparfaite, puis celle des parents, entre guillemets, imparfaits. Sylviane évoquant l'éthique de la fonction maternelle qui réside donc
dans la souplesse de la mère à se rétracter pour offrir de l'espace aux autres et permettre la richesse d'autres liens à son enfant. Alors que s'est construit au fil du temps un schéma du père comme exerçant la fonction symbolique, comme si les femmes, dit Sylviane, qui portent le bébé à la vie, n'étaient pas également porteuses de repères symboliques. Bien dit, Sylviane. C'est à une réelle dimension de profondeur que l'ouvrage nous fait accéder quand il met en exergue à quel point les tout-petits sont humanisants. C'est un moment vraiment magique dans cet ouvrage. Je cite Sylviane, « Chaque enfant va renouveler la donne parentale. L'enfant donne à ceux qui s'occupent de lui du temps. Non, l'enfant demande à ceux qui s'occupent de lui du temps. D'une certaine manière, il en donne aussi. Du temps, de la profondeur, du sens, de la pensée et de l'imagination, de la liberté. Les tout-petits sont en cela humanisants pour les adultes, les parents et les professionnels qui se tiennent au plus près d'eux. » Ce passage du livre, vraiment émouvant et déterminant, fait écho à ce que nous avait fait découvrir René Clément, qui parlait dans son ouvrage de 1993, « Parents en souffrance », de la famille comme premier dispositif d'humanisation. Sylviane considère pour sa part les tout petits enfants comme humanisants pour les adultes, les parents et les professionnels qui se tiennent au plus près d'eux. Grâce à cette invitation, nous garderons à présent indéfectiblement à l'esprit cette manière de regarder et d'écouter les tout petits enfants. Peut-être pourrions-nous donc prendre appui, nous propose Sylviane, sur ce que génèrent les jeunes enfants pour avancer vers des changements profitables. Ils sont, autre formule très heureuse de cet ouvrage, ils sont des ralentisseurs humanisants, car ils ne fonctionnent pas comme les grands. Ils réclament de l'espace, l'éthique du grandir, c'est celle du déploiement. Les enfants rapportent du temps. La deuxième partie de cet ouvrage, et j'en aurai bientôt fini, intitulée « Sexe, genre, égalité, quel repère pour les enfants ?» traite de la vacuité de ces différenciations affectées aux deux sexes. Elle nous fait plonger dans des moments de lecture qui font accéder à l'intime de la construction psychique de chacun, avec des interrogations comme « Et si les terreurs familiales des hommes d'aujourd'hui s'enracinaient dans les terreurs nocturnes du tout petit garçon d'hier ?» Les analyses développées vont au cœur du développement du jeune enfant pour comprendre les freins des pères. Ainsi, ce livre revisite les classiques sur le premier développement des petites filles et des petits garçons et analyse, je cite Sylviane, l'effet anxiogène de certaines dérives de la déconstruction de la distinction entre les sexes. C'est sans doute dans cette partie du livre que s'entrelacent de la manière la plus vive les différentes compétences de l'auteur et que la clinicienne nous fait plonger au cœur de la construction subjective en explorant l'embarras entre les sexes, creusé par l'insécurité des identités sexuées et en nous invitant, pour nous sortir du désarroi, je la cite, à s'inventer des théories sexuelles, point de suspension, pas seulement infantiles. Sylviane estime qu'il y a une éthique de la modernité à trouver entre les rôles parentaux et les rapports de sexe et de pouvoir. Délibérément, je ne rendrai pas davantage compte, ni ici, ni dans l'analyse que j'ai publiée dans Perspective Psy, de cette exploration de l'ouvrage de Sylviane pour laisser les lecteurs comme les auditeurs y plonger eux-mêmes avec le ravissement des propositions interprétatives avancées à travers les audacieux rapprochements qui y sont opérés. C'est donc une invitation à cette perspective de lecture à vivre par soi-même que nous sommes tous invités. Plus facilement partageable, retenons encore toutefois ce questionnement concernant les démarches pédagogiques des parents et des éducateurs. Sylviane évoque les pédagogies du libre choix des enfants qui s'avèrent, selon elle, un choix implicite de non-éducation à la discrimination et aux préjugés, et de rajouter que le commerce de masse, de l'éducatif, du ludique ou du récréatif n'a que faire d'éduquer les enfants. Il flatte le stéréotype pour séduire le client, dit Sylviane. L'auteur, Sylviane, vient surtout expliquer comment le tour de passe-passe entre la construction subjective de l'identité sexuée et la transmission des stéréotypes de comportement est vite joué, dit-elle. Ce livre se termine
par une formule admirable. S'aimer, travailler et élever ses enfants, 3 verbes à l'infinitif, plus librement, dit Sylviane. Une formule qui nous rappelle ce qu'écrit Freud de la santé psychique, qui à l'époque, Freud avançait 2 verbes également à l'infinitif, aimer et travailler. Freud n'avait pas parlé explicitement des enfants. Sylviane le fait. Merci à elle. Merci à toi, Sylviane. Voilà, j'espère que mon micro était ouvert depuis tout à l'heure. Hein. Alors, Sylviane, je te propose que Marion Parra prenne la parole et qu'ensuite on profite de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie et de tout ce qu'on a pu vivre tous ensemble, chacun isolément quelquefois, pour essayer de comprendre ce qui nous est arrivé à l'aune de l'ouvrage qui est paru juste avant cette pandémie. Marion, c'est à vous. Bon, eh ben, écoutez, merci. C'est un honneur, en fait, et un peu un défi de pouvoir intervenir entre vos 2 présentations. Mais j'en ai un grand plaisir. Je ne connais pas du tout Madame Giampino, mais je suis enchantée de vous rencontrer. Je vais déjà, avant d'engager dans ce que j'avais proposé de présenter, j'ai très envie de rebondir sur le fait que les enfants sont des humanisants pour les parents. Moi, je suis aussi accueillante dans un lieu accueil enfants-parents. Et depuis des années, je suis tout le temps à la fois émerveillée, interpellée et interrogée par la dynamique humanisante de ces enfants, aussi bien auprès de leurs propres parents que vis-à-vis de nous accueillantes. Donc voilà, j'avais vraiment envie de saisir cette donnée-là. Et comme je vais surtout aborder la question de l'impact du confinement sur la vie de femmes en situation de monoparentalité avec lesquelles et sur les situations desquelles je travaille, cet aspect humanisant des enfants auprès de ces femmes qui sont terriblement seules et qui ont été particulièrement impactées dans leur isolement pendant le confinement. Voilà, je trouve que c'est une entrée en matière remarquable parce qu'on s'intéresse à elles justement parce qu'elles sont mères, donc qu'il y a des enfants dans leur vie quotidienne et qu'elles doivent gérer cette fonction parentale, ce rôle maternel et une relation très particulière avec l'ensemble des personnes qui constituent leur famille. Peut-être que je n'ai pas besoin de me présenter, sauf pour dire que je suis effectivement sociologue formée à la stratégie thérapeutique systémique et que je suis directrice d'une petite PE. Nous ne sommes que 2 salariés avec un petit budget annuel de 35 000 €. Alexandra connaissait très bien notre abonnement à la précarité associative pour le coup. Et elle avait été un véritable soutien de la reconnaissance de ce que nous mettons en place, et notamment de ces rencontres avec les femmes en situation de monoparentalité qui est mise en place depuis 2016, donc dans la région d'Aubenas en Sud-Ardèche. Voilà, je ne vais peut-être pas revenir sur le 6 janvier, l'audit dans le cadre de l'impact du confinement sur les familles monoparentales et sur les inégalités notamment, puisque ça a été présenté en présentation, mais en début. Mais je vais quand même préciser que cet impact du confinement sur les familles en situation de monoparentalité m'occupe beaucoup dans mon axe de travail, aussi bien à l'EPE qu'en tant que sociologue, puisque je suis aussi au laboratoire CEREP de l'Université de Reims. Et je m'intéresse à la particularité de l'organisation de ces familles. Et je suis interpellée par difficultés structurelles, individuelles
et relationnelles qu'elles peuvent rencontrer, aussi bien avec leurs enfants qu'avec leur entourage et les acteurs sociaux. J'essaie de comprendre ce qui correspond à leur remarquable capacité d'adaptation, une adaptation à tout mener de front, tout en gardant la tête haute et le plus souvent, comme elles le disent, dans l'intérêt de leurs enfants. Du coup, je m'intéresse aux différents régimes d'attachement de la sociologie de la pauvreté, qui est un concept qui a été proposé par Serge Pogam, et comment elles arrivent à jongler avec les impératifs moraux, économiques et politiques. Je m'appuie sur une perspective de genre et intersectionnelle pour essayer d'analyser au mieux les données que je récolte à travers les rencontres, les témoignages et les entretiens avec ces femmes. Alors, on a déjà noté que pendant le confinement de 2020, 40% des appels sur la plateforme Allo Parents Confinés de la Fédération nationale provenaient de femmes en situation de monoparentalité. Il y a aussi des enquêtes qui dévoilent l'impact du confinement sur les inégalités au sein des familles et on a pu en prendre connaissance le 6 janvier dernier. Et cela a pointé du doigt le poids de la charge mentale qui pèse sur ces familles monoparentales. Et il en ressort que c'est une situation qui est particulièrement préoccupante. Et notamment en ce qui concerne les tensions exacerbées par les confinements successifs et dont ces femmes témoignent, aussi bien à propos du couple parental qui est séparé, de l'impact du télétravail pour celles qui en avaient, de la perte d'emploi, de l'isolement, et de l'impact que ça a eu sur les relations avec leurs enfants pendant le confinement, mais même maintenant à la suite des différents aménagements liés à la pandémie. Du coup, je vais présenter les premiers éléments d'un début d'analyse à partir des échanges et des témoignages avec ces femmes-là. Ce sont des observations que j'ai pu rassembler, et notamment depuis mars 2020. Tout d'abord à partir des rencontres qui ont lieu en distanciel, grâce à des réunions Zoom comme celle-ci, et puis dès la sortie du confinement en présentiel, en extérieur, au Jardin des familles et des solidarités qui est animé par l'École des parents et des éducateurs. Alors le confinement de mars jusqu'au mois de mai et les mesures de prévention qui ont suivi ont considérablement exacerbé les difficultés de certaines de ces familles. Et pourtant, au préalable, parce que la présentation que je vais faire est quand même assez préoccupante sur ce que ces femmes ont dû mettre en place et articuler pour que leur cellule familiale tienne et l'impact que ça a eu sur la relation avec les pères. Donc, je serais très intéressée d'avoir les retours de Madame Jean Pinot à ce niveau-là. Mais je voudrais préciser que un élément intéressant, c'est que parmi ces femmes, donc j'en ai rencontré 12, il y en a 2 d'entre elles pour qui le confinement a d'abord été un véritable temps de répit. Parce qu'elles ont pu mettre de côté les courses infernales rythmées au quotidien par les différentes activités des uns et des autres et des unes et des autres au sein de la famille. Pour l'une d'entre elles, elle a 2 filles de 9 ans et 5 ans. Elles ne vont pas dans la même école parce qu'elles vivent dans un milieu très rural. La plus jeune est en maternelle dans le village le plus proche de leur domicile et l'autre est en primaire dans un village qui est beaucoup plus éloigné. Il est à peu près à 12-15 km de la maison. Donc le matin, elle doit emmener sa grande en voiture à 5 km de chez elle, là où il y a l'arrêt du petit van qui vient assurer le ramassage scolaire dans ce milieu très rural. Et ensuite, elle va vite à l'école maternelle pour déposer sa petite au moment où la garderie ouvre ses portes pour qu'elle puisse ensuite, elle, arriver au travail. Le rythme est infernal, en se levant très tôt le matin, lié à ces arrangements de ramassage scolaire, et elle n'a aucun relais pour l'aider à assurer ce rythme. Pour une autre, donc le confinement a évidemment été un répit puisqu'il n'y avait plus de lieu d'emmener ses enfants soit à l'école maternelle, soit à l'école primaire, et à faire beaucoup de trajets à travers la campagne.
Pour une autre, ça a d'abord été un répit parce qu'elle n'avait plus à négocier avec le père des enfants. C'est un homme qui habite trop loin, dans un logement qui ne peut pas vraiment accueillir les enfants plusieurs jours d'affilée. Et du coup, pour elle, toute cette négociation a été mise en suspens, a été mise entre parenthèses, puisque les enfants sont restés avec elle pendant les 2 mois et demi. Et dans les premiers temps, ils n'étaient pas du tout demandeurs d'aller dans ce logement plutôt précaire, plutôt précaire. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu donner un autre regard sur l'impact qui a été très délétère pour l'ensemble des femmes en situation de monoparentalité qui ont témoigné et dont je vais partager les témoignages. Alors, confinement, femmes en situation de monoparentalité, je me retrouve dans ce qui a été présenté tout à l'heure. Il y a des tiraillements qui ont été exacerbés. De façon générale, ce qui ressort, c'est que les difficultés partagées entre ces femmes correspondent à l'absence d'au moins un autre interlocuteur adulte. C'est cette extrême solitude face aux exigences d'une société qui est pensée autour d'une structure familiale avec au moins 2 adultes. Leurs échanges, ces échanges qui leur manquent entre adultes, elles disent, leur permettent d'éprouver des idées, de relativiser leurs ressentis ou de conforter leur façon de voir les choses, en plus de pouvoir partager les contraintes. Ce sont des contraintes qui sont d'habitude réparties évidemment selon les assignations de rôle, et j'y reviendrai. Ce sont des femmes qui pourtant peuvent avoir un emploi rémunéré, et ce sont surtout des femmes qui travaillent tout le temps. Tout le temps. Elles n'arrêtent pas. Elles n'ont aucun ou très très rarement du répit, et elles sont constamment tiraillées entre le besoin ou l'envie de ne plus rien faire du tout, et le souci de tout assurer dans l'intérêt des enfants, et parfois même au-delà de ce qui est nécessaire. Et là, la charge mentale est très importante, et elle s'avère être finalement différente et plus importante que pour les femmes que l'on rencontre par ailleurs, et qui peuvent être en couple. Alors, les difficultés que je présenterai sont celles qui ont été soit les plus fréquentes, soit exprimées de façon plus pressante. Alors, il s'agit systématiquement des tensions avec les pères, leur crainte de ne pas savoir être une bonne mère, de l'insécurité face au regard moral, social et celui des travailleurs sociaux, toujours autour de cette notion de la protection des enfants. Il s'agira de l'épuisement parental, et on verra que ça ne leur est pas particulier. Il n'y a pas qu'elles qui peuvent souffrir de cet épuisement parental, même s'il est particulièrement important pour elles. L'inquiétude du décrochage scolaire pendant le confinement, et du coup aussi maintenant avec les réaménagements, notamment au niveau des lycées. L'isolement et le manque de reconnaissance de ce qu'elles sont en tant que famille, l'exacerbation de la précarité, et enfin la crainte du célibat et la précarité affective et sexuelle. Donc là, je vais vous présenter quelques-uns des témoignages de ces femmes et les réflexions qui peuvent en découler, et notamment en ce qui concerne les tensions avec les pères des enfants, quand ceux-ci sont impliqués. Les difficultés quand le papa n'est pas du tout impliqué, les difficultés sont autres. Le confinement a révélé les incompréhensions sur ce qu'est l'autorité parentale partagée, ce qu'elle engage et ce qu'elle exige. Ce sont aussi des incompréhensions de l'assimilation des assignations de rôles. Il y a un véritable tiraillement. Et on va voir plus loin. Des rôles que la plupart d'entre elles, de ces femmes, refusent. Elles refusent les assignations de rôle, elles s'en défendent, et pour autant, elles ont énormément de difficultés à s'en défaire. Alors, pour exemple, l'une d'entre elles souhaiterait que le père ne soit pas qu'un simple pourvoyeur financier, sachant que lui a un bon salaire. Elle est sans emploi. Elle souhaiterait qu'ils soient plus proches de leurs enfants et qu'ils s'impliquent plus dans la vie quotidienne.
le confinement arrive, cela a permis à ce monsieur d'être beaucoup plus avec ses filles et dès la sortie du confinement, il a assez logiquement voulu installer une garde alternée plus équilibrée 1 semaine sur 2. Alors que jusque-là, ils étaient organisés sur le traditionnel 1, 3, 5 et la moitié des vacances. Mais pour la maman, ça a été absolument insupportable. Elle a eu l'impression, et je la cite, qu'il lui kidnappait ses enfants. Donc ce tiraillement et ces tensions, voilà, c'est une représentation des tensions avec les pères. Alors, les échanges ont aussi permis de décliner les différentes façons d'affirmer et de partager ou de s'approprier ce qu'est l'autorité parentale. Ces femmes se débattent donc avec des assignations de rôles qui créent des attentes de la part des pères, donc elles le réfutent pourtant, et elles souhaitent qu'ils s'impliquent plus dans, par exemple, les devoirs scolaires avec les petits plutôt qu'avec les grands. Mais quand ils le font, elles se rendent bien compte qu'elles leur reprochent les méthodes qu'ils utilisent pour le faire. Soit ils sont trop autoritaires, soit ils sont trop laxistes, soit ils n'utilisent pas les mêmes méthodes que ceux de l'enseignante et que ça créerait des difficultés pour l'apprentissage de l'enfant. Voilà. D'autres inquiétudes quant au respect des mesures sanitaires ont été exacerbées évidemment par le confinement. Qu'il s'agisse de la distanciation, de la vigilance en termes de socialisation. Cela a révélé la méconnaissance des modes de vie, des fréquentations des pères et de la prise en compte qu'ils peuvent avoir des risques sanitaires, que ce soit la régularité du lavage des mains ou du port de masque. Ça a évidemment mis en évidence les défauts de communication dans ce groupe parental, dans ce couple parental, maintenues, comme elles disent, malgré tout. Les incertitudes qu'elles ont quant au maintien de la garde alternée avec alors ça c'est un autre exemple, avec un père qui habite dans un habitat léger à la lisière de la forêt et qui n'avait aucune connexion Internet. La tension, elle est apparue quand il a fallu prendre en considération le collège à la maison pour leurs adolescents. Ils ne pouvaient plus maintenir l'alternance d'1 semaine sur 2, au risque de complètement décrocher des cours, puisqu'ils n'avaient plus accès à ce qu'on appelle l'espace Pronote, qui est le lien numérique avec le collège. Donc les tensions se sont réglées par le fait que la maman a gardé les 3 enfants toute seule pendant tout le confinement, pour s'assurer que l'enfant ne serait pas décroché du rythme scolaire en restant à la maison sans aucun lien avec le collège. Et la difficulté qui est apparue, c'est que madame travaille en télétravail et que dans sa maison, il n'y a qu'une seule table qui est la table de la cuisine. Donc elle a pris en charge les devoirs des enfants qui sont en primaire. Elle a libérer la table de la cuisine en travaillant elle-même sur le divan, de façon à ce que ses enfants puissent être le plus à l'aise possible dans la gestion de leurs devoirs. Et en même temps, elle s'est occupée des animations culturelles, de certaines activités sportives, parce que je crois qu'elle fait du yoga. Elle a essayé de gérer la discipline de l'utilisation des écrans, du rythme du sommeil, avec évidemment l'ensemble de la gestion quotidienne d'une famille de 4, étant la seule adulte. Et du coup, évidemment, la tension qui jusque-là n'existait pas avec le papa, qui a fait le choix d'une vie très alternative, et la tension a été exacerbée parce que c'est la maman qui pallie les manquements de la socialisation des enfants avec la vie scolaire, malgré tout. Et alors pour un autre exemple de ce qui a exacerbé les tensions avec un papa avec qui c'était déjà très très compliqué, c'est que le fait qu'ils ne puissent plus se rencontrer, ils ont commencé à communiquer essentiellement par mail, ce qui a introduit des malentendus délétères, le renouvellement de menaces et de reproches,
et qui ont encore plus isolé cette femme qui avait de très bons liens avec l'ex-belle-famille et que l'introduction de cette communication par mail très non communicante, on va dire, l'a encore plus isolée de cette famille-là. Et le non-verbal a été mis au silence par une communication qui était complètement amputée par les outils électroniques. Et de là, on arrive à ce qui est aussi beaucoup ressorti, c'est l'impression de ne pas savoir être une bonne mère. C'est une remarque récurrente, et d'ailleurs confinement ou pas, mais les échanges entre femmes pendant les rencontres, notamment en distanciel, mais aussi quand on s'est retrouvés au Jardin des Familles, a permis de régulièrement revenir ce que c'est que pour elles la mère idéale et la femme idéale. Et elles énumèrent souvent des idéotypes qui sont hérités de leur famille d'origine et aux injonctions à la bonne parentalité. Alors elles racontent en quoi consiste leur vie monoparentale et elles remarquent que chacune de leurs situations est singulière. Même si effectivement elles peinent avec cette famille monoparentale qui leur est étiquetée et dont elles n'arrivent pas à se défaire. Ce qui a été intéressant à la sortie du confinement, c'est comment le groupe a permis de renforcer et de travailler sur l'estime de soi et sur leurs compétences en tant que mère, malgré tout, comme elles disent. Voilà, elles ont aussi, un certain nombre de femmes ont aussi permis de préciser que cette crainte de ne pas être un bon parent est aussi partagée par beaucoup de parents, de femmes, d'hommes qui vivent aussi en couple, que ce n'est pas une question qui leur est spécifique. Par contre, ce qui est plus spécifique, c'est leur crainte de voir leur enfant leur être retiré, notamment celles qui sont dans la précarité. Elles restent très soucieuses de la protection de leurs enfants, de leur bien-être et de leur développement. Mais le fait d'être seules, elles se savent sous la loupe du regard social. Elles témoignent qu'on les plaint ou on les admire, mais elles disent qu'elles se sentent tout le temps observées. Et du coup, elles ont une sorte de crainte omniprésente, surtout pour les plus précaires, que leurs enfants pourraient leur être retirés si elles ne sont pas tout le temps de bonnes mères. Elles se sentent insécurisées, elles se sentent incertaines quant à la reconnaissance de la qualité de leur présence et de leur engagement parental. Et quand elles pètent les plombs, comme elles disent, avec un des enfants, elles s'en excusent régulièrement, mais pas nécessairement auprès de l'enfant concerné, mais auprès de leurs rares interlocuteurs et interlocutrices. Comme s'il leur fallait avouer, alors qu'elles n'entendent pas autant les femmes qui sont en couple réagir avec autant d'insécurité, avec la même peur de l'intervention des agents de l'État. Alors les rencontres de ce groupe, une fois de plus, a permis de relativiser, de se soutenir et surtout de préciser et de clarifier les conditions d'intervention de la protection de l'enfance, de façon à ce qu'elles soient rassurées et encouragées dans leur rôle d'adultes bienveillants auprès de leurs enfants. Je ne m'arrêterai peut-être pas sur l'épuisement parental, mais quand même de préciser qu'elles sont, et le confinement a fini aussi par les épuiser, de par leur isolement, parce que ce sont les seuls à devoir être tout à la fois, un petit peu comme Daniel Kuhn l'a si bien écrit dans son article justement pendant le confinement sur le poids et les responsabilités qui ont été mises sur les épaules des parents qui devaient tout faire pendant le confinement. Et pour ces femmes, elles doivent être à la fois rassurantes, éducatrices, enseignantes, soignantes, animatrices, nourricières, sans avoir aucun espace de respiration, sans avoir aucun relais à la maison. Et pour certaines, la responsabilité a mis en évidence leurs difficultés, notamment avec l'école et l'apprentissage, et leurs difficultés avec l'articulation entre le travail, en télétravail, et la vie familiale. Et le décrochage scolaire de leurs enfants a été une des préoccupations, notamment pour 2 d'entre elles. L'une a accompagné ces adolescents
l'une est à l'université et le plus jeune, qui est au lycée, n'a pas repris les cours au lycée après les vacances de la Toussaint. Elle a mis en place un relais avec les services spécialisés de la DSEA, l'association départementale de services aux enfants et à l'adolescence, oui c'est ça, et au service jeunesse de la ville. Mais à la fin de l'année 2020, si les tensions étaient atténuées, notamment avec son lycéen décrocheur, elle a été énormément soutenue par une des femmes du groupe qui justement connaît son fils. Mais début 2021, elle s'essaye de s'épauler pour organiser une visite au centre d'information et d'orientation, mais l'impact du confinement reste très prégnant et la solitude de cette mère seule avec cet adolescent est particulièrement compliquée. Et pour l'autre personne dont j'en ai déjà parlé, c'est celle qui a complètement aménagé sa maison et son tout petit appartement, elle en travaillant sur le canapé pour que les enfants puissent bénéficier de la seule table de la maison. Alors assez curieusement, la question des écrans n'a pas été beaucoup abordée, alors que c'est généralement une préoccupation récurrente dans toutes les autres activités de l'EPE et des partenaires. Dans ce groupe de femmes en situation de monoparentalité, ça n'a pas été une des préoccupations récurrentes. Par contre, la difficulté avec l'isolement que vivent ces femmes a été systématiquement revenue. Même si l'une d'entre elles au début était ravie de vivre seule dans sa petite maison avec ses enfants, dès le mois de mai, elle a rejoint le groupe au jardin pour sortir de cet isolement où elle se sent infantilisée parce que ses seuls interlocuteurs sont ses enfants et qu'elle s'est retrouvée du coup pendant tout le confinement comme les autres sans interlocuteurs adultes. Le manque de reconnaissance est aussi un des éléments qui revient régulièrement et d'autant plus pendant le confinement, mais depuis le confinement. Le manque de reconnaissance de la part des enseignants. Elles ont l'impression que leurs paroles ne valent jamais celles du père quand celui participe à une garde alternée équilibrée. Le manque de reconnaissance dans leurs interactions avec les travailleurs sociaux. Plusieurs d'entre elles restent avec le sentiment qu'une mère célibataire est considérée comme étant misérable aux yeux des assistantes sociales, qu'elles ne sont pas considérées comme normales. Soit elles sont formidables, car elles se débrouillent seules, soit elles ne peuvent pas y arriver, car elles sont seules. Et cette polarité les tiraille. Plusieurs hésitent à mobiliser les services sociaux parce qu'elles sont fatiguées d'être traitées comme des mères incapables, de toujours avoir l'impression de devoir se prouver. Alors l'intérêt de la dynamique du groupe, j'y reviens encore, tient à ce que les autres femmes permettent parfois de relativiser à la fois le ressenti de ces témoignages et les approches des travailleurs sociaux. Elles font valoir l'intérêt des services et l'importance de s'en saisir. Il y en a une d'entre elles qui est particulièrement juste dans son appréciation de leurs conditions de vie. Elle a finalement décidé de ne plus avoir affaire à ces services. Mais la seule condition pour qu'elle n'ait plus affaire à ces services, elle le témoigne, c'est qu'il a fallu qu'elle se bouge. Donc elle a trouvé du travail, elle a organisé la garde de sa dernière enfant qui n'a que 6 ans avec son adolescent. Elle dit avoir mobilisé son petit écran familial et elle dit que ça va mieux comme ça alors qu'elle est épuisée. C'est une femme qui est constamment hyper fatiguée. Mais elle a été une inspiration pour les autres femmes présentes ce jour-là et elle a permis aussi de noter que les travailleurs sociaux ont une tâche qui n'est pas simple, c'est-à-dire de prendre en considération la difficulté réelle de la précarité de ces femmes et de leur permettre de trouver des solutions. Donc elle a permis de relativiser cette posture parfois misérabiliste, ou en tout cas ressentie comme étant misérabiliste, de par les travailleurs sociaux vis-à-vis des femmes qui élèvent seules leurs enfants.
Et enfin, et je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est un élément qui est intéressant à travailler, il y a la crainte du célibat qui pourrait perdurer et la tristesse d'une vie sexuelle empêchée. Elles ont peur de rencontrer un homme qui ne se comporterait pas correctement avec leurs enfants. Elles ont l'impression de ne plus être vivantes sexuellement. Elles ont le ressenti d'être illégitimes et peu intéressantes car elles ont des enfants à charge. Et pourtant, elles aimeraient sortir de ce célibat. Elles sont bien conscientes que le marché matrimonial n'est pas en leur faveur, que les hommes qui sont disponibles, qui sont libres, vont plutôt faire leur marché auprès de femmes plus jeunes et que les hommes jeunes ne les remarquent même pas. C'est une des préoccupations de ces femmes en situation de monoparentalité qui est constante, pas vraiment facilement témoignée, mais qui revient régulièrement. Alors, pour conclure, je dirais que le confinement a mis en lumière le fait que l'organisation sociale, dans sa globalité, ne sait pas encore s'agencer avec les réalités des familles à la marge, avec les minorités. Le modèle patriarcal d'une famille nucléaire, hétérosexuelle, encore que là, ça n'a pas été tellement abordé, reste la norme de référence. Et alors, quand on sait que 75% des enfants de moins de 18 ans vivent avec leurs deux parents biologiques, on se dit, bah, c'est un peu compréhensible puisque c'est la majorité. Mais cela permet d'envisager, de réfléchir à des possibles à partir de la question de l'impact de ces politiques publiques sociales de la famille sur la vie quotidienne de l'ensemble des familles et notamment de ces familles qui sont à la marge. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et je m'en tiendrai à cette conclusion. Merci beaucoup Marion Parra. Ne croyez pas vous en sortir aussi facilement parce qu'il y aura des questions tout à la fin. Hein. Ah, ok. Je vous remercie vraiment de votre intervention qui me fait découvrir à quel point votre sociologie est très clinique et très phénoménologique aussi. Hein. Et sans doute les psychologues et sociologues que nous sommes ici réunis auraient à parler de leur regard respectif. Mais oui, ça, tout à fait. Ce sera pour une autre fois. Tout à fait. On reverra évidemment. On a la chance d'avoir Sylviane avec nous. Sylviane, tu as entendu ce qu'on a dit. On te donne la parole voilà, en te donnant le temps qu'il te faut pour qu'on puisse ensuite dialoguer avec les collègues des EPE. Merci d'être là, Sylviane. Alors, franchement, je suis contente d'être avec vous. Je suis, en fait, j'ai écouté cette formidable ouverture sur mon livre que tu as présenté. Et du coup, j'ai l'impression qu'à côté de cet esprit très aguerri qui sait lire et surtout écrire, je vais être un peu en difficulté pour avancer moi-même sur mon propre écrit. Voilà. Et ensuite, je pensais me reconcentrer et en fait, j'ai pas pu ne pas écouter chaque mot de l'intervention de Marion Parra. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir témoigner comme ça, avec cette capacité d'entendre, d'observer, de sentir, et puis d'articuler vers d'autres qui n'étaient pas là. De cette manière, on est dans ces moments, dans ces réunions, et c'est très touchant, mais surtout, ça réveille l'urgence et la nécessité de faire savoir tout ça
c'est compliqué, ma position est très compliquée, mais je pense qu'au sein de l'école des parents et des éducateurs, je peux m'en ouvrir. Je suis bien sûr psychologue et psychanalyste et à l'écoute des sujets singuliers. Et au fond, j'ai accepté de prendre la responsabilité de cette présidence du Conseil de l'enfance et de l'adolescence dans la suite d'engagements que j'ai partagés avec tant d'autres et qui ont permis la création de ce conseil. Mais si désir il y a de faire ce pont, c'est parce que, et s'il se maintient pour l'instant, chaque jour, je me demande si je dois continuer ou si je peux continuer chaque jour. Mais si un désir demeure, c'est sur cette conviction que chaque personne rencontrée dans la clinique, dans le travail de terrain, devrait pouvoir nous conduire à mieux ajuster des politiques publiques, des décisions collectives ou des pratiques collectives. Je crois que c'est ça aussi que nous avons en commun avec la FNEP. Mais franchement, quand on est dans certains endroits, c'est comme si il y a des moments, je suis obligée de ne plus faire le pont entre les dossiers, les rapports, les auditions, l'inspection des affaires sociales, l'inspection d'éducation nationale, etc., où il y a une langue. C'est normal, chaque discipline, chaque milieu produit une langue pour pouvoir se parler et travailler et bâtir un dispositif de pensée spécifique. Et il y a des moments, je peux être bilingue et des moments où je ne le peux pas. Et je m'aperçois que lorsque je suis obligée de partager la langue de ceux avec lesquels je travaille pour le Haut Conseil, il m'arrive même que ma pensée ne puisse plus faire le pont avec la clinique et le terrain sur lequel pourtant je suis, puisque je continue à travailler et dans une institution et en libéral. Et c'est vrai que l'intervention de Marion Parra m'a replongée là-dedans. Et il y a quand même quelque chose de passionnant, vraiment de passionnant dans ce que nous faisons auprès des enfants, des parents, des professionnels. C'est tellement intéressant, quoi. Voilà, je voulais dire ces quelques mots. Peut-être sur ce livre que j'ai écrit tout en étant complètement débordée sur les nuits et quelques vacances où ma famille a accepté ça et m'a aidé à porter les valises avec l'ordinateur, l'imprimante, les bouquins, etc. Si je n'ai pas lâché sur l'écrit de ce livre, c'est parce qu'il y a un tel coût psychologique et social des mal-donnes entre les hommes et les femmes, et surtout, je me suis plutôt intéressée aux pères et aux mères, les tensions, ce ciel orageux sous lequel grandissent les enfants, notamment en raison de ces articulations impossibles entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et puis, surtout, ce constat que je fais dans mon travail, dans ma clinique, d'un grand nombre de couples qui viennent soit conduire un enfant qui ne va pas bien après une rupture, soit qui sont en train de se demander comment ils vont annoncer la rupture à leur enfant, et où on les écoute, on les observe et on se dit ils auraient pu continuer leur route ensemble. Il y a des attaques sur la conjugalité qui sont liées à des défauts de maturation de la pensée collective sur la parentalité. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça.
Et ces attaques sur la conjugalité, par définition, atteignent les enfants, destituent la confiance en eux en tant que parents et génèrent finalement une grande dose de fragilisation individuelle et sociale. Plus encore, on sait aussi que les ruptures conjugales sont un des facteurs de paupérisation. Et les désarticulations ou le refus des organisateurs de la vie professionnelle de prendre la mesure de leur responsabilité dans cette affaire-là montrent que cette désorganisation ou ce déni de réalité, d'impact de la vie professionnelle mal pensée, mal organisée sur la vie des enfants fait que un grand nombre de femmes finalement se retirent progressivement, partiellement ou totalement du travail pour que la pression baisse. Et c'est les mêmes que l'on retrouve ensuite lorsqu'il y a des ruptures conjugales élevant seuls des enfants, et c'est exactement ce qui nous a été relaté. Un autre problème, c'est que finalement, les femmes, elles ont énormément bougé, et Marion Parra a montré aussi comment, pour une certaine dimension, et c'est vrai, les femmes, globalement, voudraient pouvoir travailler et puis avoir des enfants, s'en occuper, vivre en couple, enfin, il n'y a rien d'exorbitant à vouloir ça, mais les obstacles sont majeurs. Alors, on ne peut pas tous les traiter en même temps, mais sur ce livre, moi, comme j'avais travaillé sur la culpabilité des mères dans cette question du rapport au travail, et que j'observe la première version, c'était 2000, et que je suis le dossier depuis, je suis évidemment tombée sur les pères face à cette même problématique. Et mon hypothèse, c'est qu'effectivement, les résistances aujourd'hui viennent plus des hommes que des femmes sur la possibilité de défendre l'importance de la prise en compte des responsabilités parentales face au pouvoir public et face aux organisateurs du monde du travail. Les femmes se battent pour la parentalité dans le travail, les femmes se battent pour faire reconnaître qu'elles ont des enfants, et sinon, évidemment, il y a toute la débrouille quand elles n'ont pas la solidité professionnelle pour aller au combat. Mais on ne trouve pas beaucoup d'hommes sur ce combat-là, de l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et je me suis quand même interrogée, parce qu'il faudrait être aveugle, injuste ou vraiment de mauvaise foi si l'on ne prenait pas en considération toute l'évolution, transformation du rapport des hommes à la famille, mais surtout aux enfants, et à leurs enfants de plus en plus petits. Et une transformation du rapport à l'enfant qui est une transformation qui n'est pas que cognitive. Dans leur sensibilité, il y a des ajustements de gestes de père avec des tout petits bébés, avec même des automatismes de protection, ou d'être au téléphone avec la poussette d'une main, etc. Et de voir que la main du bébé est sortie de la poussette, et qu'elle dépasse de la poussette et qu'il y a du monde autour, et de faire ces trois choses en même temps et de rentrer la main du bébé, il y a une vraie intériorisation de beaucoup de pères du soin, de la préoccupation des enfants, etc. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on bute sur toujours les mêmes constats sociologiques? Voilà. Et il s'avère que du coup, les frustrations, les attentes amoureuses, parentales, le face-à-face des rancœurs sociétales se jouent sur la sphère familiale et conjugale et amoureuse.
Et ça, c'est dommage. Et il faut quand même répartir les responsabilités. Ce qui appartient à la femme, à la mère, ce qui appartient à l'homme, au père, de reprendre, de travailler, de modifier, d'améliorer, et ce qui appartient aux politiques publiques et à l'organisation du travail. Et ce sont des coûts psychologiques et économiques qui sont inchiffrables, pardon. Et je pense que les enfants, en majorité, en payent le prix. Juste un chiffre. Un tiers des 2,8 millions d'enfants en situation de pauvreté vit dans un couple dont seul le père travaille. Or, les mauvaises conditions de conciliation sont la principale cause du retrait de l'emploi des mères. Et un bon nombre des autres enfants sont élevés, comme on l'a vu, par un seul parent. Je pense que je vais aller directement aux conclusions. On le sait ce qu'il faut faire. Les congés parentaux mieux répartis entre père et mère, mieux rémunérés, plus longs autour de la naissance, mais plus courts ensuite. Faire de la parentalité une variable d'organisation du travail et du management à l'intérieur des organisations du travail. Monter en qualité les services dédiés à l'enfance et pas seulement les modes d'accueil. Je pense là aux travaux qu'on a faits sur les temps et lieux tiers des enfants au Conseil de l'enfance du HCFEA, qui sont tout ce qui se passe pour les enfants quand ils ne sont ni en famille, ni dans le faire en famille, ni à l'école. Et ça représente 27% du temps des enfants. C'est donc un troisième éducateur des enfants. L'activité, le périscolaire, la vie dehors des adolescents, etc. Ces temps et lieux tiers des enfants et des adolescents méritent à eux seuls un projet de politique publique avec le même niveau d'organisation et mieux, d'ailleurs, il faudrait même faire mieux que l'accueil du jeune enfant pour prendre le relais pendant que les parents travaillent et qu'ils soient rassurés sur le fait que leurs enfants sont sécurisés, apprennent des trucs, grandissent, etc. Et puis, à tous les niveaux, chacun doit prendre sa part pour avancer sur ce dossier-là. Alors, je pense que le temps est court, peut-être balayer juste en complément de ce qui a été présenté par Michel Barzignac, pour dire que, bien sûr, je me suis penchée sur les questions de cette résistance masculine et j'ai identifié ce syndrome de la priorisation professionnelle. Michel en a parlé. Mais j'ai vite compris qu'il fallait aller au-delà. Bien sûr, il y a des résistances inconscientes, internes, il y a des bénéfices, il y a les stéréotypes de genre externes dont je viens de parler, mais il y a aussi tout ce qui est du registre de l'inconscient et du fantasme et que je vais mettre dans la grande valise des angoisses de la confrontation au caractère charnel de la vie en famille. La vie en famille, et c'est pour ça qu'on a toujours des statistiques extrêmement négatives sur l'égalité entre les hommes et les femmes sur les tâches domestiques, la vie en famille, c'est bien sûr de l'amour, de la relation, etc., des temps partagés. Mais la vie en famille, c'est traiter le corps, la nourriture, les souillures. Et ce caractère charnel, assumé par les femmes, de façon d'ailleurs assez traditionnelle, a quelque chose d'angoissant pour les hommes, tout simplement parce qu'ils sont aux prises avec des siècles et des siècles de représentations qu'on ne peut pas balayer du jour au lendemain
si je puis me permettre d'utiliser ce terme. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la conversation. Mais il fallait aller encore plus loin. Encore plus loin parce que, comme ça a été dit par Marion Parra, les femmes elles-mêmes aussi ont une grande ambivalence. Et au fond, l'ambivalence, c'est humain. Donc, si les hommes ont une ambivalence par rapport à la vie familiale, les femmes ont une ambivalence sur le fait, ça a été dit, de partager vraiment la parentalité, le soin aux enfants, la présence aux enfants. Cet exemple de plainte de cette mère et son désir que le père s'occupe plus des enfants, et pourtant ce sentiment de rapt quand le père a demandé une résidence alternée. Il nous faut aller plus loin parce que il nous faut, j'avance l'hypothèse que les hommes sont peut-être des porteurs d'une résistance utile. Je veux dire par là que les solutions que nous avons essayé de trouver pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes, en espérant que ça rejaillirait sur l'égalité entre les pères et les mères, eh bien, pour réviser donc les rapports de sexe et réduire ces inégalités, sont peut-être des impasses. Et ces voies proposées, la guerre des sexes, la philosophie du genre, l'idée de complémentarité entre les sexes, le compromis de la bisexualité psychique, qui est un concept qui, à mon avis, est très mal utilisé et très mal compris, figurent des étapes nécessaires, mais ne suffisent pas, parce qu'elles ont en commun toutes ces voies qu'on a empruntées depuis quelques générations, elles ont en commun d'omettre la question du corps, voire d'aborder le corps comme une création sociale. Soit elles abordent le corps comme une création sociale, soit on replonge carrément dans le substrat biologique de la différence des sexes, mais aujourd'hui, c'est le cerveau. Là où la configuration corporelle, pénis-vagin, avait servi d'étayage à des théories sur ce qui caractériserait le masculin et le féminin, eh bien aujourd'hui, ce serait cette différence entre le cerveau féminin, le cerveau masculin, les différences de compétences, etc. Mais on revient à cette biologisation que récuse la psychanalyse. La psychanalyse n'a jamais dit que c'est parce que les garçons ont un pénis que les pères doivent exercer la fonction paternelle et sont le référent de la loi, les organisateurs de la limite et de l'autorité. Et ça n'est pas parce qu'une femme enfante et a une anatomie en creux, pour une part, qu'elle est dans la réception et dans cette féminitude édulcorée d'ouverture, du care, etc. Non, mais il n'empêche qu'on ne peut pas faire comme si le corps n'existait pas. Et on le voit comment aujourd'hui, certains combats menés par des militants consistent à dire qu'on va pouvoir réduire toutes les inégalités en faisant fondre la différence des sexes, et que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut transformer le corps. Et je pense que l'équilibre est à trouver autrement, et là, je n'aurai pas le temps de développer parce que la subtilité est quand même de rigueur.
et en un temps court, on dirait des bêtises. Mais l'oubli du corps, ou la négation du corps, ou le fantasme de se jouer du corps et transformer le corps, ou annexer le corps humain, sont à analyser. Et on le voit d'ailleurs sur tout ce qui se passe avec la pensée transhumaniste, les corps augmentés. Il y a là quelque chose qui est inquiétant. Et je voudrais revenir sur quand même un point qui est la fonction symbolique des distinctions. C'est une fonction symbolique pour chacun des individus que nous sommes et qui est une fonction symbolique civilisationnelle. Les distinctions symboligènes, homme-femme ou garçon-fille, ne sont pas les seules à nous structurer. Il y a la distinction entre les vivants et les morts. Là, le transhumaniste, ou bien l'homme augmenté, mais aussi ces congélations de corps en vue de les ressusciter plus tard. On voit bien comment les fantasmes galopent dans cette modernité. La fonte de la différence humain-animal. Je suis très étonnée de voir comment plus on avance vers une meilleure connaissance de l'être humain, de la neurologie, de ce qu'on appelle couramment les neurosciences, plus nous lisons de travaux de recherche qui nous expliquent que nous n'avons pas beaucoup de différence avec les bonobos, par exemple. Qu'est-ce qui fait que cette fascination pour l'animal sert de moyen à nous aider, à nous considérer comme humains et à nous connaître? Nouvelle interrogation. Et puis, il y a cette distinction de différence entre les générations qui est un opérateur du quotidien dans la vie des familles sur laquelle je ne m'étendrai pas. Voilà. Et ce que j'ai voulu faire, ça a été de remonter le temps, de revisiter et un peu de prendre la main. J'avais envie de prendre la main des parents, des hommes et des femmes, pour les emmener dans la forêt, dans les méandres de la construction des premières étapes, des premiers pas, des premières découvertes chez le bébé humain de la distinction fille-garçon, mais aussi surtout des processus de sexuation, c'est-à-dire comment à un moment donné, grâce à cette intuition magistrale et quasiment innée, que le monde est fait d'êtres qui se distinguent en deux grandes catégories, puis qui après vont s'affiner, comment le petit d'homme et de femme réalise étape par étape. Et là, il faut bien constater qu'il faut revisiter aussi les théorisations. Ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, ce qui a le plus progressé dans la connaissance en psychologie de l'enfant, et pas seulement en psychologie de l'enfant, en pédagogie, en neurobiologie, ce qui a le plus progressé, c'est les connaissances sur les enfants avant 3-4 ans. Et par contre, en sciences humaines, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont été découvertes et avancées, et même il y a eu des intuitions antérieures à des démonstrations récentes. Et c'est comme si la transmission des connaissances était tombée en panne et s'était arrêtée à l'Oedipe, sans prendre en considération tout ce qui se passait avant, et se sont arrêtés à des schémas auxquels je ne sais pas pourquoi les gens s'accrochent. On a rempli des bibliothèques entières sur l'envie de pénis des femmes et il n'y a presque rien sur l'envie d'enfantement des hommes. Et pourtant,
qu'est-ce que c'est présent? Qu'est-ce que c'est présent? J'ai le souvenir d'un entretien lors d'une étude que j'avais faite avec Brigitte Grésy, avec les grands patrons du CAC 40 en 2013 ou 2014. Nous les avions interviewés pendant 2 heures pour parler de ces questions, justement, les femmes de leur vie, les femmes dans leur vie et les femmes dans leur gestion de leurs entreprises. Eh bien, il y en a un d'une honnêteté remarquable. D'abord, tout ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils commençaient l'entretien nous parlant de leur mère. Et il y en a un qui, à un moment donné, a dit ma femme, elle est formidable, je lui dois beaucoup, etc., etc. Et quand on lui a dit, mais vous lui devez quoi? Et il a dit, je ne sais pas. Mais il y a un truc quand même, il y a un truc. L'enfantement, quoi. Elle a mis au monde les enfants. Ça, c'est fort, c'est plus fort que tout. Et cet homme entrepreneur qui a bravé tout ce qu'on veut, et voilà, leader, puissant, il était arrêté sur ça. C'est ça aussi qui m'a mis sur la piste de certaines choses à ouvrir. Je voudrais juste dire que les enfants, ils ont cette merveilleuse théorie sexuelle infantile, mais pas seulement. Mais quand même, ce qui est quand même assez troublant, c'est qu'au bout du compte, même en remontant aux origines comme ça, on se rend compte qu'il y a une égalité remarquable, pour parler mathématiquement, c'est que garçons ou filles, ils ont à travailler le fait qu'ils ne sont que garçons ou que filles, et à faire quelque chose de cette limite-là. La petite fille et le petit garçon sont confrontés à cette même problématique. Et cette problématique des limites se double d'une autre, celle de la perte. Le garçon a peur de perdre son pénis. La perte potentielle est devant lui. Il avance donc sur un fond de menace. Il va s'en défendre par de multiples moyens. La recherche de la maîtrise, la valorisation de la force, se préparer à combattre, etc. Tous les parents nous disent, tous les travaux sur la lutte contre les stéréotypes dans l'éducation des très jeunes enfants, il faut poursuivre, il faut avancer, il faut lutter contre ça, mais quand même, les instituteurs, les professionnels de crèche, les parents nous disent, mais c'est quand même incroyable, on met des clipots sur le tapis, et au bout de quelques minutes, il y a un pistolet qui sort des mains des petits garçons, voilà. Alors, ça se joue très vite, ces stéréotypes de genre, mais quand même. Et puis, la petite fille, elle, au moment où elle réalise, eh bien, la perte, c'est pas facile à encaisser. En tous les cas, c'est pas vécu comme une perte. Et d'ailleurs, ça la perturbe pas plus que ça. Hein, mais c'est déjà derrière elle. Et elle avance sur un fond de deuil d'un avoir potentiel. Pour s'en défendre, bien sûr, il y a un petit passage de jalousie et de colère, ou bien le déni de la valeur de cet avoir, et puis les compensations qu'on connaît, les couronnes, les colliers, les bracelets, etc., enfin, les ajouts qui se font. Mais garçons et filles sont à égalité, aucun à ce jour n'a choisi son sexe avant de naître. Et ils vivent différemment cette question des limites et de la différence des genres. Et bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur tout ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps d'aborder, peut-être juste, je voudrais signaler par rapport à la Covid et à la crise sanitaire, comme on dit, pour nous, acteurs de la famille, la crise, c'est pas si négatif que ça, au fond. Hein, on sait que c'est générateur
tas de dynamiques. Mais pour ce qui concerne ce dossier sur les rapports au travail, il y a bien sûr l'avènement du télétravail. Marion Parra en a dit quelques mots. Ce que peut-être je peux dire en quelques minutes, c'est que le confinement a fait toucher du doigt aux hommes des vécus féminins. Le confinement de mars 2020. Ils ont fait l'expérience de la charge mentale, du tout en même temps, les pouvoirs dévorants des petits riens du quotidien, les courses, la nourriture, les lessives, etc. Alors, bien sûr, on est tenté. Alors, je passe sur tous les chiffres qui ont montré qu'après un début très prometteur sur le partage équitable entre les pères et les mères, finalement, les pères ont fini par trouver le seul endroit de la maison un peu tranquille pour placer leur ordinateur pour télétravailler. Et les mères se sont contentées, on l'a vu avec Marion, des endroits de vie commune. Voilà. Mais du coup, beaucoup se sont demandé si le télétravail pouvait être la solution à une meilleure articulation entre les pères et les mères et les enfants et le travail. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais je crois qu'il y a une audition que j'ai faite pour le Conseil économique et social et régional d'Aquitaine. C'est quelque part sur Internet où j'ai développé ce sujet-là. Peut-être que je pourrais essayer de vous faire parvenir le lien. Mais je voudrais dire qu'il y a quand même dans le télétravail des vigilances à avoir sur le fait qu'il y a un risque de dégradation du travail lui-même et surtout de ce que Marie Daosa, déjà en Autriche en 1933, avait identifié comme étant les 5 fonctions latentes du travail. Une structuration spatio-temporelle, aller travailler, aller vers, qui était une rupture avec l'esclavage et qui ouvrait le droit à l'intimité. La notion de réseau, de socialisation, de reconnaissance de l'individu comme sujet social et pas seulement comme sujet fonctionnel. Le développement des compétences. Alors là, sur le télétravail et sur les accommodements managériaux, etc., vous savez qu'il y a la catégorie des agiles et la catégorie des non-agiles qui a pris du poids. Alors les agiles sont ceux qui s'adaptent à tout, ils sont formidables, et les non-agiles sont ceux qui résistent. Et on les trouve évidemment vulnérabilisés. Et puis le 4e axe, c'est la construction de l'identité, un statut. Je suis maçon, je suis responsable de bureau. Et le je suis, c'est pas seulement d'être des faiseurs. Et les gens en télétravail, quand on les écoute, disent qu'ils ont l'impression qu'ils sont des opérationnels, tous, quel que soit le niveau finalement. C'est des opérationnels, des opérateurs. Et enfin, la 5e fonction latente du travail, c'était la flexibilité psychologique, la formation, l'apprentissage, la progression. Alors, je voulais souligner ça, parce que ceux qui seraient tentés de dire que ça va être la solution, je voudrais aussi souligner le fait que le brouillage des espaces et des temps était déjà une tendance forte depuis l'avènement des technologies nomades, mobiles, et que le renforcement de cela n'est pas sans risque. Vous savez qu'il y a des logiciels qui se sont très vite installés partout dans les entreprises, qui sont des logiciels de contrôle de l'activité.
Et c'est un contrôle qui se fait automatiquement, c'est à partir du nombre de clics. Donc, si un télétravailleur n'occupe pas son poste, s'il prend trop de temps à lire un texte éventuellement professionnel, etc., sans activer le logiciel sur lequel il est, eh bien, il y a une surveillance. Il y a quand même les big data et Big Brother sont des cousins. Et puis, je pense qu'il faut pouvoir réfléchir sur la question du télétravail de la même manière qu'on doit pouvoir réfléchir sur la question du temps partiel et bénéficier de l'expérience du temps partiel. Les femmes, pour négocier un équilibrage entre la vie de famille et le travail, se sont tournées vers le temps partiel bien plus que les hommes. Et le résultat, on le connaît, je l'ai dit en introduction, les bilans ne sont pas bons. Si les femmes s'emparent du télétravail, les résultats seront les mêmes. On n'aura pas, au bout du compte, ce qu'on cherche, ce que peut-être je cherche, moi, à travers ces travaux, à savoir une proximité équivalente des pères et des mères auprès de leurs enfants, une proximité équivalente des hommes et des femmes dans les services de l'enfance, quels qu'ils soient. Au fond, je crois profondément à la valeur progressiste pour une société de la mixité, comme de la diversité en tout genre. Mais celle-ci, je crois qu'il y a un vrai souci pour bâtir des changements, transformer les sociétés. Et on parle du monde d'après de la Covid, mais ce monde d'après, il se bâtit ici et maintenant. Et les enfants, le problème, c'est que ça fait 2 générations et demie, on va dire, qu'on leur promet une présence paternelle. Le père a été revalorisé par tous les professionnels de l'enfance. La fonction paternelle n'est pas seulement la loi, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ils ont été bernés, les hommes. Hein, car tout le monde s'y est mis sur le père, sa fonction symbolique, idéalisée, le père idéalisé réponse à tous les maux, la névrose, la psychose, les troubles caractériels, la délinquance, l'échec scolaire. Tout le monde s'y est mis. On leur a laissé croire qu'ils étaient acculés à jouer un rôle dont on leur reproche de ne pas avoir la puissance aujourd'hui. C'est intéressant de constater, je m'arrêterai là-dessus peut-être, mais qu'au moment où les hommes se sont le plus rapprochés de la sphère familiale, du plaisir d'être avec leurs enfants, d'exprimer leur propre vulnérabilité, ils ont dû faire dans la fin des années 70, début des années 80, face à un regain de discours social et politique sur les vertus du grand retour de l'autorité paternelle et de l'autorité classique. Là, je suis dans les années 80. Moment, justement, où les femmes consolidaient leurs besoins et désirs d'autonomie après les années 90, qui installaient les instabilités de l'emploi et de la montée du chômage. Et dans les années 2000, qui instauraient le sécuritaire au rang de valeur première, les hommes étaient eux-mêmes confrontés à des déstabilisations des statuts et au fait que le travail ne tenait pas ses promesses de si on est un homme courageux, sérieux, honnête, travailleur, alors on pourra garantir l'équilibre économique, la sécurité de sa famille. Eh bien, c'est au moment où toutes ces promesses n'étaient plus tenues qu'on a demandé encore et encore aux hommes d'emprunter des rôles totalement désuets, démodés. Voilà. Je m'arrête sur le fait qu'il faudrait qu'on avance sur des choses un peu moins démodées, peut-être. Merci beaucoup, Sylviane. Merci vraiment beaucoup de ce surplomb que tu viens de nous apporter une fois de plus et d'une autre manière. Je me réjouis qu'on soit en train d'enregistrer
notre session d'échange. On pourra y revenir chacun à sa façon sur cet enregistrement qui sera mis sur le site, évidemment, et qui nous enseignera tous dans les réflexions que tu nous offres. Je pense qu'un autre moment doit arriver, celui des échanges avec nos collègues des EPE, qui vont t'interpeller sans doute beaucoup mieux que moi. Voilà, je leur donne la parole. Et je vous propose qu'on commence par la deuxième question. La première est toujours difficile. La deuxième sera celle de... Je ne sais pas si ce sont forcément des questions, parce que il me semble que à l'EPE, les acteurs ont des choses à raconter aussi. Oui. Oui. Des questions ou des remarques, évidemment. Oui, Oui, bien sûr, et ils partagent des expériences. ce à quoi ça nous fait penser. Si personne n'intervient, je vais poser pas poser la deuxième question, mais plutôt une remarque qu'une question. Il a été évoqué dans les deux conférences que les mamans solitaires ou les papas et les mamans n'ont pas qu'un enfant, ils en ont plusieurs. Et je pense que le confinement a aussi eu un impact sur le rôle que pouvaient avoir les enfants et chacun des enfants de la fratrie dans la famille. Il a été évoqué le fait que une maman seule avait demandé à son garçon plus adolescent, on va dire, hein, d'assurer un certain nombre de missions et avec un apaisement familial. Donc je pense que là, le confinement a effectivement amené, et j'ai bien aimé que tu dises que ça a mis aussi les hommes au contact du féminin au quotidien. Hein, je trouve que c'est quelque chose de très, très important, mais ça a amené aussi au fait que les parents soient confrontés à la présence de tous leurs enfants en même temps et au fait que parfois, via le confinement, il y a des positions dans la fratrie qui ont été modifiées de ce fait-là et des conflits qui ont pu être exacerbés, par exemple avec l'adolescent pour lequel c'était toléré qu'il soit devant son écran dans sa chambre fermée, qui tout d'un coup on va lui dire mais il faut quand même que tu mettes un peu le... Enfin voilà, moi je trouve qu'il faut dans le confinement qu'on puisse aussi prendre cette dimension de l'impact qu'a pu avoir pour les enfants comme groupe dans la famille que cette présence quotidienne entre le père et la mère. Et en particulier, on ne peut pas non plus ignorer que le nombre d'enfants reçus en urgence pour maltraitance a augmenté durant ce confinement. Et moi, personnellement, je pense que ça serait intéressant de faire une analyse de quels enfants dans la fratrie ont été plus facilement maltraités que d'autres du fait de ce confinement. Hein, donc je trouve que c'est une dimension importante parce que la FNEP ayant un rôle de prévention, il ne faut pas que la prévention se tourne uniquement vers la difficulté du papa et de la maman, mais aussi moi comme enfant, comment je vais supporter une montée des engueulades des parents. On sait qu'il y a des couples pour lesquels la maltraitance entre le couple a augmenté. Donc, comment est-ce que ça va aussi résonner chez les enfants? Voilà, donc je pense que c'est important dans une conférence sur le confinement qu'on puisse faire un pas de côté sur l'idée que le soin, le souci, la prévention doit évidemment porter sur le papa et la maman. La première conférence nous a sensibilisés au
aux mamans solo qui sont assez nombreuses, mais je crois que moi j'ai lu moins d'écrits, hein, parce que je lis beaucoup et je lis les journaux, et on a moins d'écrits finalement sur ce que vivent les enfants. Et au conseil à la famille, il y a eu aussi des réflexions des enfants dans le collège des enfants qui étaient très très intéressantes par rapport au confinement, entre des enfants qui disaient ah ben c'est super parce qu'on a profité de nos parents et c'était bien, et puis d'autres enfants qui n'avaient pas du tout le même ressenti de cette situation. Voilà, donc ce n'était pas une question, hein, c'était plus je dirais un focus peut-être à mettre aussi du côté des enfants comme groupe. Voilà. Merci Régine. Noël a également une question. Oui, merci beaucoup. Alors, attendez, j'allume la caméra, ça ne marche pas. Bon, vous m'entendez? Oui. Bon, donc j'avais une question effectivement que je vais poser, mais je vais faire un petit complément à ce que vient de dire Régine. Je crois qu'il ne faut pas oublier dans le confinement les enfants uniques et leur ennui profond. Qu'ils soient uniques ou qu'ils soient le dernier d'une fratrie où les grands sont déjà partis, enfin peu importe, mais et le confinement de cet enfant seul avec ses deux parents confinés aussi, semble-t-il, a posé des problèmes spécifiques. Mais bon, c'était pas ça ma question. D'abord, je voulais dire à Sylviane Giampino que j'étais ravie. En l'écoutant, j'avais l'impression d'être plus intelligente, donc c'est toujours agréable. Et notamment tout ce qui m'a beaucoup intéressé, tout ce qu'elle a dit autour des fonctions symboliques et des nouvelles tentatives d'abolir un certain nombre de distinctions fondamentales qui, moi, m'inquiètent aussi beaucoup. Mais pour rester sur la question du travail et de la parentalité, je voulais demander si le télétravail et les suites du confinement avec le chômage massif qui s'annoncent, toutes les faillites qu'on commence à voir et qu'on va voir encore plus dans les mois qui viennent, si le Covid n'aura pas été un révélateur d'un délitement et un accélérateur aussi d'un délitement du travail et du rapport au travail, parce qu'on va se trouver avec des pères qui ne vont plus avoir à trop travailler, mais qui vont être aussi, alors ça dépend un peu des couches sociales, mais dans des petits boulots précaires, enfin bon, on va se trouver dans cette optique où Régine disait nous sommes dans la prévention. Je crois qu'il faut que nous pensions à cette situation qui, je le crains, risque de se développer massivement. Là, Noël, si je peux permettre, tout d'abord, je crois qu'il faut qu'on fasse attention parce que crise sanitaire pas égale à confinement du printemps 2020. C'est une situation avec un caractère tout à fait exceptionnel. Mais ça fait maintenant 1 an que nous vivons dans des situations qui n'ont pas le même caractère expérimental, en fait, hein, parce qu'on est presque en laboratoire. Hein. L'autre point, sur la question du travail, c'est que ça fait quand même un bon moment qu'il y a une marche en avant vers la destitution des statuts professionnels. Oui. Et ce que j'appelle, moi, la création des insécurisations professionnelles. Et ça avance à grands pas. L'idée, c'est l'idée qui porte, en fait, hein, c'est que chaque individu travaillant soit auto-entrepreneur de lui-même. Et ce concept d'auto-entrepreneuriat fait que, très concrètement, un certain nombre d'entreprises, avant la Covid, passaient un contrat avec leurs salariés. Il y avait des démissions ou des arrangements qui étaient pris et le salarié s'installait comme auto-entrepreneur et l'entreprise devenait son client. Mais du coup, l'entreprise est totalement dégagée de la question de la pérennisation,
de fournir du travail à la personne. Et là, ça, c'est quelque chose sur lequel des chercheurs avaient mis en alerte depuis, ça marche en avant là, depuis 2005 à peu près, 2006. Et là, c'est complètement accéléré. Et avec l'ubérisation du travail, d'une certaine manière, on voit naître tous ces petits métiers-là, de livreurs, etc., qui naissent avec le confinement et la crise sanitaire et qui vont probablement perdurer, dont on ne sait pas très bien qui va assumer la responsabilité. Donc la crise sociale, ça va être une crise du chômage, mais le chômage, c'est déjà un statut. Ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer, c'est que bon nombre de gens n'ont plus de revenus et n'ont pas de statut afférent à leur situation. C'est très inquiétant. Socialement, humainement, économiquement, et forcément pour eux-mêmes et leur famille. Merci Sylviane, c'est bien de cette accélération-là que je voulais parler. Marion Parra, je crois, voulait intervenir? Oui, je veux bien, merci. Merci beaucoup, hein, Sylviane. Vraiment, c'est aussi pour moi, ça me replonge dans une analyse et une compréhension du monde de votre profession de psychanalyste et de psychologue. Donc ça c'est très, très éclairant, très enrichissant. J'ai deux petits commentaires à faire. D'abord, il y a, en ce qui concerne la violence ou en tout cas l'impact du confinement sur les violences auprès des enfants. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un rapport du Défenseur des droits sur les violences, l'augmentation des violences subies par les enfants LGBT qui est alarmante. Et donc ça, je trouve que c'est un élément de réponse à cette réflexion. Bon, il n'y a pas que les enfants LGBTI, bien sûr, mais en tout cas, le rapport est très, très explicite. Et je voulais revenir aussi sur deux témoignages d'enfants uniques pendant le confinement qui témoignent et dont les parents sont séparés et comment la garde alternée a été salutaire. Parce que ce sont deux grands ados, non, ce sont deux ados qui sont grands, mais ils doivent avoir 15, 16 ou 17 ans, en tout cas ce sont des lycéens, et pour eux, le fait de pouvoir changer d'une semaine à l'autre, aller une semaine chez maman, une semaine chez papa, enfant unique, bien sûr, mais ce changement leur a permis de rythmer le confinement et l'ennui que d'autres ont pu ressentir, exactement comme l'a été précisé par Noël, eux en ont beaucoup moins souffert. Voilà, donc c'était un petit témoignage encore de ce que j'ai pu réfléchir. Après, j'avais envie de partager une réflexion avec Sylviane Giampino sur toute l'analyse et la réflexion que vous nous avez proposée sur les corps. On est garçon ou on est fille. Moi, il me semble à comprendre que les interrogations par rapport au corps aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de travaux, hein, en sociologie, il y a pas mal de travaux sur le corps. C'est plutôt non pas de renier le fait qu'on est dans un corps de petite fille ou un corps de petit garçon, mais c'est surtout, je vais essayer de le dire comme je le comprends, l'interrogation tient plutôt à l'inégalité des rôles et de la valeur de ces corps qui sont attribués aux individus selon leur appartenance au corps féminin ou au corps masculin. Donc c'est pas tant l'aspect sexué, c'est plutôt l'aspect genré. C'est une petite fille née avec un corps et elle va être
assigné à tel ou tel comportement, et encouragé à avoir tel ou tel comportement, plutôt qu'un petit garçon qui naît avec un sexe de petit garçon. Et il me semble que les interrogations actuelles font la part des choses entre le corps sexué et l'individu genré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui. En fait, ce que vous soulignez, ce que vous essayez de cerner, à juste titre, hein, c'est que le problème n'est pas tellement de naître. D'ailleurs, je n'ai pas dit on est fille ou on est garçon, j'ai dit on n'est que fille ou que garçon, et j'aurais dû dire même on ne naît que. Hein, à part évidemment toutes les situations particulières de dysphorie de genre, etc., qu'on commence à essayer de prendre au sérieux et avec lesquels on essaie de travailler. Mais la question des assignations ou de certains individus, la valeur accordée à un genre plus qu'à un autre, nous sommes d'une génération qui a été nourrie des travaux anthropologiques, Françoise Héritier, etc., etc. Elles ont nos ancêtres, femmes et les autres, hein, les hommes aussi qui ont travaillé là-dessus, ont dévoilé le fait que d'une certaine manière, la valeur du féminin était inférieure à la valeur du masculin. Hein, ça, c'est très contesté aujourd'hui. C'est très contesté aujourd'hui. Et ça n'est pas sûr non plus. Et c'est quand même très difficile à mesurer. Ce qui est sûr, c'est que le travail d'une femme est moins bien payé que le travail d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'une femme a moins de valeur pour la société qu'un homme. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Et on voit bien, alors il y a tous les groupes militants d'inspiration entre guillemets masculiniste, hein, qui se servent des revendications paternelles, d'égalité paternelle, de droit à la paternité, pour finalement mener la guerre des sexes contre les femmes. Mais si on met cela de côté, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont le sentiment qu'aujourd'hui, un homme, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, les questions de vécu sur la valeur sont peut-être à repenser à l'aune des dernières évolutions sociétales quand même. Je n'ai pas la réponse, mais ça nécessiterait des recherches fines. Merci. Et en tout cas, pour ce qui est mon domaine, pour un enfant, son père a autant de valeur que sa mère et réciproquement. La valeur sociale, les assignations, etc., ça se bâtit peu à peu, mais pour l'enfant, lui, ces deux êtres-là, plus d'autres d'ailleurs, hein, on pourrait ajouter les autres figures tutélaires, les relais, on le sait, hein, parce que là on est dans un schéma un peu classico-classique, hein, il y a les conjoints des parents, enfin il y a toutes ces personnes qui servent de figures tutélaires, identificatoires multiples au devenir des enfants. Pour eux, ça compte autant, quoi. Ou pareil, ils diraient les enfants. Un père et une mère, ça vaut pareil. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur cette belle parole, Sylviane, de ton échange avec Marion Parra. Je te remercie infiniment. Je remercie vraiment Marion. Je remercie l'équipe de la FNEP d'avoir organisé ce moment tout à fait heureux.
Autant d'esprit et d'amitié partagée à tous. Mais merci beaucoup. Hein. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais, On se dit au revoir Sylviane, au plaisir de te revoir en présentiel, comme on dit. Ah là là, oui. Vivement, vivement un peu de corporisation. Ah oui, complètement. Vive le corps. Voilà. Le corps n'oublie rien, tu t'en souviens. Le corps n'oublie rien, absolument. Bonne soirée. Merci Au beaucoup. revoir à tous. C'était précieux. Merci. Au revoir. Au revoir.